En 1953, un homme reçoit une commande absurde. 200 000 manteaux rouges, identiques, à livrer dans un délai impossible. N'importe quel couturier aurait refusé. C'est trop. C'est indigne de la haute couture. C'est industriel. Lui a dit oui, et il a réfléchi toute la nuit à comment faire. Cette nuit-là, sans le savoir, il vient d'inventer un modèle économique qui rapportera un jour plus d'1 milliard de dollars. Un modèle que des écoles de commerce enseignent encore aujourd'hui, parfois comme un exemple à suivre, parfois comme un piège mortel à éviter. Son nom, Pierre Cardin. Et son histoire n'est pas celle d'un styliste de génie, c'est celle de l'un des plus grands stratèges business du XXe siècle, déguisé en couturier. Et la fin de cette histoire va vous surprendre. Pour comprendre Cardin, il faut d'abord comprendre un enfant qu'on humilie. Ses parents, propriétaires terriens vénitiens ruinés par la pauvreté, fuient l'Italie pour la France dans les années 1920. Ils s'installent à Saint-Étienne. Pietro, son vrai prénom, est le dernier d'une fratrie de 10 enfants. Dans les rues de cette ville industrielle, ses camarades le traitent de sale macaroni. Il en souffre profondément. À 14 ans, il commence comme apprenti tailleur. Pas d'école prestigieuse, pas de nom qui ouvre des portes, juste une aiguille et une rage tranquille de prouver le contraire à tous ceux qui l'ont humilié. Ce qu'on oublie toujours de dire sur les gens qui réussissent au-delà de toute logique, c'est qu'ils ne sont presque jamais partis avec une longueur d'avance. Ils sont partis avec quelque chose à venger. Et ce qu'il va venger dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. En 1945, il monte à Paris sans réseau, sans capital, juste un talent rare. Un an plus tard, il devient premier tailleur chez Christian Dior, où il participe à la création de la légendaire veste bar, symbole du New Look. 3 ans plus tard, il quitte tout. Il fonde sa propre maison en 1950, à 28 ans, sans rien de ce qui avait fait la force de Dior. Et c'est là qu'il commet ce que tout Paris va appeler une trahison. Dans les années 50, la haute couture est une religion, un vêtement, une cliente, des dizaines d'heures de travail à la main. L'exclusivité fait le prestige. Mais Cardin fait un calcul tout simple. Si l'on ne sert qu'une poignée de clientes ultra riches, on peut être génial et rester petit pour toujours. En 1959, il présente une collection de prêt-à-porter de luxe dans un grand magasin. Pour mesurer la violence du geste, imaginez une maison de joaillerie ultra luxe annonçant aujourd'hui vendre ses créations en supermarché. La sanction tombe, il est exclu de la chambre syndicale de la couture. Et les critiques pleuvent. Yves Saint Laurent lâche même cette phrase « Dans 3 mois, Cardin, on n'en entendra plus parler. » 3 mois, 70 ans plus tard, on raconte encore son histoire. Et Saint Laurent finira lui-même par adopter une partie du système que Cardin venait d'inventer. Dans toutes les industries, il existe un moment étrange. Le moment où tout le monde vous explique que vous avez tort. Et parfois, c'est précisément à cet instant que vous venez de toucher quelque chose que personne n'avait encore osé remettre en question. Mais Cardin ne faisait que commencer. Revenons maintenant à cette commande de 200 000 manteaux rouges. Cardin ne refuse pas. Il passe la nuit à réfléchir. Puis une idée surgit. Et si je ne fabriquais plus rien moi-même ? Le principe est simple. Il dessine. Des industriels fabriquent. Et en échange du droit d'apposer son nom sur leurs produits, ils lui versent un pourcentage sur chaque vente. Tout change. Une maison classique gagne de l'argent uniquement lorsqu'elle produit. Cardin, lui, transforme sa marque en rente. Il ne vend plus seulement des vêtements, il vend son nom. Cette nuit-là, sans même mettre de mots dessus, il comprend quelque chose que beaucoup ne comprendront jamais. On peut passer sa vie à fabriquer un produit qu'il faudra refaire chaque matin, ou construire une seule fois un actif capable de créer de la valeur pendant que vous dormez. Cardin ne fabriquait plus simplement des cravates, il fabriquait de la confiance. Et la confiance peut voyager partout, simultanément, sans frontières. Et justement, les frontières ne l'intéressaient le plus. En 1978, il met le pied en Chine, à une époque où presque personne n'imagine que ce pays deviendra un géant économique. 1 an plus tard, il devient le premier couturier occidental à organiser un défilé à Pékin. Posez-vous une question, quand faut-il entrer sur un marché ? Quand tout le monde en parle déjà ? Ou bien avant, lorsque cela paraît encore absurde ? Cardin avait choisi son camp, sa marque finit présente dans plus de 100 pays. Plus de 700 licences, du textile, au briquet, au poêle, à l'eau minérale. Il plaisantait même en disant qu'il aurait accepté de mettre son nom sur du vinaigre. Et c'est précisément cette logique qui va finir par se retourner contre lui. C'est ici que la plupart des histoires sur Pierre Cardin s'arrêtent, et pourtant, la partie la plus importante commence maintenant. Le système qu'il a inventé devient un cas d'école, au point que les spécialistes lui donnent un nom, la cardinisation, et ce n'est pas un compliment. En 2005, la Harvard Business Review cite Pierre Cardin comme un exemple des dérives d'une stratégie de licence poussée trop loin. Selon plusieurs experts du luxe, la marque est devenue tellement présente qu'elle a perdu ce qui faisait son désir. Car lorsqu'une marque de luxe est partout, sur des draps, des couteaux, de l'eau minérale, que reste-t-il de son exclusivité ? En 2003, malgré un empire mondial, sa maison affiche 20 millions d'euros de dettes. Il doit vendre des boutiques, hypothéquer plusieurs propriétés parisiennes. L'homme qui avait inventé le système qu'il avait rendu immensément riche vient d'en devenir la première victime.
Non pas parce que son idée était mauvaise, mais parce qu'il n'a jamais appris à dire non. Le même geste qui vous fait gagner peut aussi devenir celui qui vous fait perdre, lorsque vous refusez de lui fixer une limite. Pourtant, il réussit un dernier coup de maître. En 2009, il revend 32 contrats de licence à des partenaires chinois pour 200 millions d'euros. Au bon moment, avant qu'ils ne perdent leur valeur. Pierre Cardin s'éteint en 2020. Il avait 98 ans. Il n'avait jamais pris sa retraite. 70 années de carrière. Un empire bâti à partir de rien, par le fils d'immigrés que l'on traitait autrefois de sale macaroni dans les rues de Saint-Étienne. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule image de toute cette histoire, retenez ce petit garçon humilié qui transforme une blessure en moteur. Retenez ce couturier traité de traître parce qu'il voyait un futur que personne d'autre ne voyait. Retenez cet homme qui comprend, en une seule nuit, qu'un nom peut parfois valoir bien plus que les produits qu'il signe. Retenez celui qui entre en Chine quand tout le monde regarde ailleurs. Et retenez enfin que le système qui construit un empire peut aussi, s'il n'est jamais maîtrisé, finir par détruire ce même empire. Pierre Cardin avait compris avant presque tout le monde qu'un nom pouvait devenir une véritable monnaie. Mais il découvrira aussi, à ses dépens, qu'une monnaie peut perdre toute sa valeur lorsqu'on en met trop en circulation.